Damien Lebout, bonjour et merci pour votre présence d'aujourd'hui, malgré votre agenda plus que surchargé. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Bonjour, Damien Lebout, procureur du roi de Liège, 54 ans bientôt, marié, père de 3 filles et magistrat de parquet depuis bientôt 26 ans. Quand on parle de désobéissance, de quoi parle-t-on exactement? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, quand on parle de désobéissance, je pense qu'il faut distinguer un certain nombre de choses. Il y a d'abord la désobéissance à la règle, à la loi. Je pense que ça, en tant que procureur du roi, je ne vais jamais vous dire qu'il faut le faire. La société nécessite, pour qu'elle fonctionne et que ce ne soit pas un grand chaos, qu'il y ait un certain nombre de règles qui organisent cette société. Et donc, je pense que voilà, il faut la respecter. Moi, je vois la désobéissance plus comme le fait de pouvoir échapper à la norme, mais plutôt à la norme sociale dans le genre, vous faites partie d'un groupe, avoir le courage de ne pas suivre le groupe nécessairement. De pouvoir à un moment donné se dire, tiens, oui, l'appartenance est important, mais je pense qu'en tant qu'être humain, je peux avoir le courage de faire autre chose et de ne pas suivre simplement pour être in, pour être à la mode, pour être à la page. Je pense que c'est aussi ça la désobéissance, c'est de pouvoir se détacher de la majorité et de faire un peu à contre-courant de ce qu'on attend, en fin de compte. Quand on fait partie d'un groupe, le groupe attend qu'on suive le tout. À un moment donné, on peut se dire, oui, mais dans le groupe, je suis aussi une individualité. Et en tant qu'individualité, j'ai mon libre choix et je peux avoir le courage de ne pas être d'accord avec le groupe et donc de désobéir, je dirais, à la norme du groupe. Voilà, c'est un peu ça que j'entends par désobéissance. Donc pour vous, désobéir est de l'ordre du possible. Mais dans quel cadre exactement? Je l'ai dit, d'abord, dans ce cadre de groupe, et d'essayer de montrer qu'on est une individualité, qu'on peut apporter quelque chose, qu'on peut faire différemment les choses, et qu'on n'est pas obligé de suivre le groupe auquel on appartient, qui va aller peut-être commettre un fait, prenons l'exemple dans le domaine que je connais évidemment, qui va aller commettre avec cet effet de meute une agression. On peut à un moment donné se dire, oui, si je le fais, je serai peut-être un héros pour le groupe, mais est-ce qu'à titre individuel, je serai un véritable héros? Et là, on peut se poser la question et de se dire, tiens, je peux faire autre chose. Et puis, il y a une autre désobéissance, la désobéissance des peuples qui sont opprimés, et je pense que ça, c'est encore autre chose. Au niveau de l'Iran ou d'autres pays, ou en tout cas, selon notre conception, je dirais, d'Européens, ces peuples sont opprimés, c'est un droit, voire une obligation de désobéir et de se rebeller contre un État qui est une dictature ou qui m'impose des choses qui sont inadmissible, je pense, au niveau de l'être humain. Donc là, je pense qu'il est possible de désobéir tant qu'on reste néanmoins, en tout cas dans une démocratie, qu'on respecte la vie en société. Je pense que ça, c'est essentiel, le vivre ensemble et le respect de chacun. Et chez nous, en Belgique, dans ce délitement de l'état de droit, accentué par la transgression de certains de nos politiciennes et politiciens, comment envisagez-vous cette désobéissance? Chez nous, c'est difficile en tant que magistrat de parler de désobéissance parce qu'on a, comme je dis, en Belgique, 3 pouvoirs. Pouvoir exécutif, le gouvernement, pouvoir législatif, le Parlement, et puis le pouvoir judiciaire, qui est un peu le contre-pouvoir, le contrepoids des deux autres, qui est là d'une part pour vérifier que le gouvernement respecte les règles et la Constitution et les règles qu'il lui-même édictées, et d'un autre côté que la population respecte aussi les règles de vie en société. Donc je dirais que naturellement j'aurais tendance à prôner l'obéissance dans un pays démocratique. Mais il y a, je pense, des moments où on peut se dire là, ça ne va plus. Et la désobéissance peut, à un moment donné, être aussi dans le fait de protester, de contester, de manifester, qui est encore un droit en Belgique, heureusement. Je pense que ça fait partie aussi de cette désobéissance. Alors, je ne suis évidemment pas pour une désobéissance par la violence quand on est dans un pays comme le nôtre, mais de la désobéissance par de la résistance, ça me paraît être quelque chose qui est tout à fait concevable et qui peut-être peut faire changer certaines choses. Vous êtes magistrat. Parlez vrai. Est-ce compatible avec le devoir de réserve? Pour moi, naturellement, oui. Le devoir de réserve, c'est quelque chose qui me paraît parfois un peu suranné. Hein. On est quand même en 2026, la société n'est plus la même que, je dirais, il y a 60 ou 70 ans, ou même quand, il y a 25 ans, quand j'ai commencé comme jeune magistrat.
Le devoir de réserve, ça m'impose à un moment donné, comme ça le dit bien, de ne pas me prononcer sur un certain nombre de choses. Donc ne pas me prononcer sur une décision de justice. Si je ne suis pas d'accord avec une décision de justice, je fais appel et je vais devant la juridiction supérieure. Mais je ne vais pas pouvoir, dans la presse, me répandre en disant c'est inadmissible, c'est honteux, on n'aurait pas dû prendre une décision comme celle-là. Pour moi, ça fait partie du devoir de réserve. Mais ça n'empêche pas de dire les choses telles qu'elles sont. Et à un moment donné, de vivre avec son temps. Et alors, aujourd'hui, bon, je suis quelqu'un qui suis pas mal sorti sur les réseaux, sur notamment les manques de moyens de la justice. Pour moi, ce n'est pas violer mon devoir de réserve que de dire on est dans un système qui ne fonctionne plus, qui ne fonctionnera bientôt plus, par manque de moyens. Et donc, il faut remplir les cadres tels qu'ils sont prévus. Pour moi, ce n'est pas une violation du devoir de réserve. La Cour de cassation est d'accord avec aussi. La Cour de cassation a sorti un arrêt disant, à un moment donné, le magistrat a quand même le droit de faire valoir son opinion. Et c'est heureux, parce qu'en fin de compte, un magistrat qui n'aurait pas le droit de faire valoir son opinion, est-ce qu'il sera encore un citoyen? Or, pour moi, il faut que le magistrat soit un citoyen pour pouvoir, à un moment donné, juger ses semblables. Comment faire confiance à la justice quand certains de nos élus ne respectent pas eux-mêmes les lois? Oui. C'est très compliqué dans cette société, je pense. Je me mets à la place des jeunes de se dire, on n'entend plus que ça d'ailleurs, je pense qu'on n'a jamais connu une confiance à la justice aussi basse en Belgique. Et donc je pense que c'est d'abord à la justice d'amener les gens à lui faire confiance. Demander aux gens faites-moi confiance, c'est quand même un peu facile, ça fait très sortie un peu politique, croyez-moi, suivez-moi, c'est pas ça que doit faire la justice. Je pense que la justice, elle doit être capable aujourd'hui d'expliquer son fonctionnement, d'expliquer ce qu'elle fait, d'être transparente à l'égard des gens, de montrer qu'en fin de compte, la justice est humaine, que la justice elle est faite par des êtres humains qui ont aussi leurs problèmes, qui ont leur sensibilité, qui ont leur perception des choses, qui le soir, quand ils rentrent chez eux, parce qu'ils rentrent aussi chez eux, ils ont une famille, ils ont des soucis, des ennuis, ils ont peut-être un poids à porter aussi. Je pense que ça doit pouvoir être... Je pense que le citoyen est capable d'entendre ça, de se dire qu'à un moment donné, il est face à des gens qui, en définitive, ne sont jamais que comme lui. Je dis toujours à un jeune magistrat qui rentre au parquet, parce qu'on a souvent un peu ce côté, quand ça monte un peu à la tête, quand on devient magistrat, c'est parfois pour certains une espèce de Graal qu'on a essayé d'atteindre. Je leur dis toujours, désolé pour la comparaison, mais souviens-toi que tu n'es jamais quelqu'un comme un autre. Et pour lui faire comprendre, je lui dis toujours, quand tu vas aller aux toilettes, c'est comme tout autre être humain. Je dis. Tu vas bouger ton pantalon et tu vas utiliser le même papier. Donc, n'oublie jamais ça. Ça, c'est quelque chose que je leur dis toujours, parce que je pense qu'il faut qu'ils restent conscients qu'on n'est pas des êtres supérieurs. D'accord, on a fait des études, on a réussi des examens, des concours, que sais-je, on est monté dans la hiérarchie judiciaire, voilà, mais en définitive, on est toujours des êtres humains. On pourrait nous-mêmes un jour être la victime de quelque chose ou l'auteur de quelque chose. On n'est aucun à l'abri un jour d'avoir un accident de la route, de tuer quelqu'un malencontreusement. Et donc je pense qu'il ne faut jamais oublier ça. Et ça permet surtout, je pense, si on n'oublie pas, de garder des décisions qui pour moi restent humaines. Alors c'est toute la difficulté de la justice, c'est une balance, et le symbole, c'est qu'il faut toujours faire le poids, je dirais, entre auteur et victime. Et ça, c'est très très compliqué pour une victime de le comprendre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut pouvoir expliquer que la victime doit être évidemment entendue et reconnue en tant que victime, et on doit pouvoir l'aider et essayer de prendre en charge du mieux possible, et de lui permettre de se reconstruire du mieux possible. Mais en face, il y a un auteur. Et cet auteur, il faut peut-être aussi se dire, tiens, pourquoi est-ce qu'il a commis des faits? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive plus? Et ça, je pense que c'est essentiel. Parce qu'en fait, on voit beaucoup trop la société aujourd'hui en termes de coûts, et moi je pense qu'il faut la voir en termes d'investissement, et c'est la même chose pour la prison, par exemple, et pour les sanctions qu'on donne. Il y a des gens qui s'étonnent, et je suis interpellé parfois où on me dit, mais vous savez, dans mon dossier, on a préféré aller vers une médiation plutôt que d'envoyer la personne au tribunal. Mais oui, parce qu'en fait, on a sans doute pesé le pour et le contre, et qu'à un moment donné, je pense que l'intérêt de la société, c'est que la personne qui a commis un fait comprenne que ce qu'il a fait n'est pas normal, et qu'il ne le fasse plus à l'avenir. Or, aujourd'hui, nos prisons telles qu'elles fonctionnent ne jouent pas ce rôle-là, ou ne jouent plus ce rôle-là.
Aujourd'hui, on a des prisons qui sont pleines. J'ai eu un courrier du directeur de la prison de Lantin, pas plus tard qu'hier, me disant, voilà, monsieur le procureur, on est embêté, on passe à 200% de capacité à la prison de Lantin, 321 places de personnes disponibles pour des personnes condamnées, ils sont à 642. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans 9 mètres carrés, on enferme 3 personnes, 23 heures sur 24. Est-ce que c'est comme ça qu'on va amener ces personnes à devenir meilleures? Pour moi, non. Alors c'est peut-être choquant pour un procureur de roi de le dire, mais je pense qu'à un moment donné, il faut avoir le courage de dire que le système ne fonctionne plus. Et que si on veut, pour moi la prison est un mal nécessaire, ça, on ne pourra pas l'éviter pour un certain nombre de personnes. Mais elle doit être un mal nécessaire qui sert à quelque chose, et qui sert justement à la réinsertion et à la sortie, parce que n'oublions jamais que personne n'est jamais détenu à vie. La personne détenue va toujours ressortir dans la société à un moment donné. Et si elle revient dans la société en ayant été enfermée pendant des heures dans 9 mètres carrés à 3, il ne faut pas croire qu'elle va revenir, le sourire aux lèvres en se disant « le soleil se lève, ma vie est devant moi ». On n'est pas là-dedans, on est devant quelqu'un qui a de la rancœur, qui est peut-être devenu plus violent, qui a sans doute peut-être fait des connexions avec des gens. Et donc là, je pense qu'il y a un problème. On doit avoir une prison qui sert, qui éduque, ou qui rééduque, qui forme et qui, resociabilise la personne. Dans le cadre de la problématique de la surpopulation carcérale, inconséquence, ignorance, irresponsabilité de nos politiques ou volonté que cette situation s'envenime? Je ne pense pas qu'il y ait une volonté que la situation s'envenime. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est que notre actuel ministre de la Justice hérite d'un dossier qui est vieux de 20 ans. Le réinvestissement dans la justice, que ce soit au niveau des prisons, du nombre de magistrats, des locaux simplement, ou des procédures même qui sont parfois archaïques, ou de l'informatisation, c'est un problème qui dure depuis des années. Je pense que j'ai toujours entendu parler de ça depuis que je suis magistrat. Et donc, en fin de compte, on est dans un problème qui est beaucoup plus structurel et beaucoup plus sur le long terme. Et aujourd'hui, évidemment, plus on a attendu, c'est comme pour tout. Le jour où il y a une fuite dans une maison, si on la reprend tout de suite, ça coûtera ce que ça coûtera, mais on peut espérer que ce soit raisonnable. Si on laisse cette fuite commencer à abîmer les murs, abîmer les sols, que sais-je, le jour où on va devoir vraiment réparer les choses, on va se dire qu'on n'a plus de budget. Et c'est un peu là-dedans qu'on est aujourd'hui. Et je pense qu'on cherche des solutions. Hein. On a à un moment donné loué une prison aux Pays-Bas, parce que contrairement à nous, les Pays-Bas, il y a 20 ans, ont osé le virage de la prévention, de l'éducation, de la réinsertion, et de ne plus aller tout à la sanction et à la prison. Et on voit aujourd'hui qu'en 10 ans, les Pays-Bas viennent de fermer 23 établissements pénitentiaires. Ce qui fait que d'autres pays peuvent louer là-bas, ou qu'ils ont retransformé ces établissements pénitentiaires en hôtels un peu particuliers, en centres de bureaux, ce genre de choses. Mais parce qu'ils ont, il y a 20 ans, décidé qu'il fallait peut-être faire autre chose. Je me dis, à un moment donné, il va falloir qu'on ait ce courage-là aussi en Belgique. Alors ce courage, je pense qu'il a commencé à venir avec le nouveau code pénal, qui était censé entrer en vigueur le 8 avril, qui a été reporté au 1er septembre. Ce nouveau code pénal estime aujourd'hui que la prison n'est plus la sanction clé, et qu'il y a tout un certain nombre d'autres possibilités pour sanctionner une personne que le juge doit d'abord envisager. Et ce n'est qu'à la fin de sa réflexion qu'il peut se dire, dans ce cas-là, pour moi, c'est la prison qui est la seule solution. Donc c'est déjà une évolution qui devrait aussi permettre qu'on résorbe un peu cette surpopulation carcérale à terme. Mais bon, voilà, on va un peu voir comment les choses vont se passer. C'est quelque chose de nouveau. Il faut changer les mentalités, parce que ça, c'est pas toujours évident non plus. Hein. On vient d'une société où tout a la sanction, quand même. Si on remonte l'histoire, on peut partir de la loi du talion jusqu'à aujourd'hui. Hein. On est à une justice, en tout cas au niveau de la justice pénale, qui a pour réflexe de sanctionner, de mettre de côté, et pour protéger la société d'enfermer. Aujourd'hui, on vous dit, attention, il va falloir essayer de faire autre chose. C'est pas simple, hein, parce que même moi, j'ai sans doute été, je sais que j'avais la réputation d'être un magistrat à l'audience très, très, très strict et très puncher, où je demandais des peines que j'estimais, à l'époque opportunes. 25 ans plus tard, je pense que ma réflexion a changé. L'expérience, l'expertise, le constat de ce qui se passe dehors fait que, même pour moi, qui suis convaincu qu'il faut qu'on change, le changement va être quand même compliqué, parce qu'il y a des fois où on se dit « Oui,
Et là, on aurait quand même peut-être pu un peu hausser le ton sur le nombre d'années. Donc je pense que ça va demander du temps, mais je pense que l'élan est donné. Faut-il maintenant qu'il soit suivi. Sommes-nous toutes et tous égaux devant la justice? Et comment est-ce que la justice peut réduire ces inégalités? Alors, philosophiquement, théoriquement, on devrait être tous égaux devant la justice et devant la loi. C'est le principe. Mais le niveau de vie, le contexte socio-économique fait que naturellement, malheureusement, il y a toujours une inégalité à un moment donné. Il est toujours plus facile à quelqu'un qui a un travail, qui a des moyens, de prendre un avocat, d'être défendu correctement. Alors oui, on met en place d'autres choses. Il y a tous les avocats prodéo, il y a l'assistance judiciaire, ce genre de choses. Et ce n'est pas parce qu'on fait de l'assistance judiciaire qu'on est un moins bon avocat qu'un autre. Hein. Ça, tous les avocats en ont fait et en font. Mais nécessairement, à partir du moment où vous avez plus de moyens, vous aurez plus de facilité face à une justice. Vous allez réfléchir à 2 fois au coût d'une procédure quand vous êtes peut-être plus serré. Parce qu'on peut prévoir évidemment une limite en disant en dessous d'autant de salaire, vous avez droit à un avocat gratuit. Mais quand vous êtes à la limite qui ne vous permet pas d'avoir cet avocat gratuit, mais que vous ne pouvez peut-être pas vous payer un avocat ou lancer une procédure, parce qu'il y a toujours un montant à payer pour lancer une procédure, là on n'est pas égaux devant la loi. On peut même aller plus loin. J'en parlais justement sur les réseaux sociaux il y a 2 jours avec quelqu'un qui me disait la transaction pénale élargie, qui est un système en Belgique au niveau pénal qui permet pendant une enquête, pendant une instruction, pendant un procès, au parquet ou à l'auteur de solliciter le paiement d'une transaction. On termine le procès en payant, en fin de compte. Est-ce que c'est de l'égalité devant la justice? Non, puisqu'en fonction de vos moyens, vous aurez la possibilité de payer ou pas. Alors, je parle ici de la transaction pénale élargie. À côté de ça, il y a la transaction dite classique, celle qu'on reçoit quand on a fait un outrage à un policier, quand on a porté une arme blanche, qu'on a brûlé un feu rouge. Ça, tout le monde, je pense, est égal devant ça, il faut payer. Mais à partir d'un moment où on est plus alors dans des dossiers qui sont souvent en matière de transaction pénale élargie, des dossiers économiques et financiers, là on est face à des gens qui naturellement ont plus de moyens, qui ont peut-être fraudé et qui vont accepter de payer cette transaction. Et ça arrange la justice aussi, simplement parce que des dossiers politico-financiers ou juste économico-financiers, ce sont des dossiers qui prennent du temps. C'est des dossiers qui demandent des expertises, qui coûtent des frais d'experts, qui vont se retrouver devant le tribunal et prendre des audiences. Et à un moment donné, le risque, c'est qu'on arrive X années plus tard par rapport à la commission des faits et de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va encore avoir comme sanction? Et on va se retrouver avec un délai raisonnable. Ça arrive parfois, même souvent. Et donc, nous, on se dit, mais à un moment donné, est-ce qu'il n'est peut-être pas plus intéressant pour l'État, vu notre manque de moyens, d'éviter 5 audiences, de dire à la personne, bien, ce sera 40 000 ou 50 000 ou 100 000 euros que vous devrez payer de transaction, et si la personne accepte, l'État perçoit les 100 000 euros, la personne a clôturé, elle a payé ce qu'elle devait à la société, et nous, on a économisé des moyens. Le tout est dans le tout, je pense. Mais de fait, pour moi, objectivement, venir dire aujourd'hui que chacun est égal devant la justice, je ne le pense pas. Ne fût-ce que par rapport aux moyens financiers. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'à un moment donné, on doit réfléchir à comment pouvoir permettre à tout un chacun d'arriver. Mais je pense que l'état actuel de la justice ne permet pas cette réflexion, parce qu'on est tous le nez dans le guidon, et qu'on est tous à se dire comment est-ce qu'on va déjà arriver à faire ce qu'on nous demande de faire. Et donc, la réflexion supplémentaire, je pense qu'on n'est plus aujourd'hui, je ne vais pas dire capable, parce qu'on doit tous être capables, mais on n'est plus en capacité de le faire, je pense. Damien Lebout, nous arrivons tout doucement à la fin de notre rencontre. Pour terminer, si vous aviez un message à faire passer aux jeunes, quel serait-il? Qu'auriez-vous envie de leur dire? Eh bien, je pense que j'aurais envie de leur dire plusieurs choses. La première chose, c'est peut-être d'apprendre par eux-mêmes, ne pas croire tout ce qu'on leur dit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas croire tout, mais il y a des choses que je pense qu'il y a un intérêt à chercher, à essayer de découvrir. Ça, c'est la première chose que je leur dirais. Essayez, réfléchissez. N'absorbez pas une information comme on vous donne une cuillère de sirop. Il y a quelque chose derrière. Il y a moyen de chercher, de réfléchir, de se construire et de ne pas suivre
la masse ou le troupeau, comme je disais tout à l'heure. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose que je pourrais dire aussi, c'est d'oser. Parce qu'on est dans une société où, malheureusement, on est dans l'individualisme en permanence. On peut souvent se dire, je n'y arriverai pas. Je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Si je n'avais pas osé dans ma vie, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. On a tous eu des épreuves, on a tous connu des échecs, on a tous eu des obstacles à surmonter. Voilà, je veux dire, au moment où, je parle à titre personnel, au moment où la place de procureur du roi s'est ouverte, j'étais à la fin d'un burn-out. Ça faisait 7 mois que j'étais à la maison. Et la place est sortie, et mon meilleur ami, qui est aussi magistrat, me sonne et me dit « Tu postules ?» Et je dis « Écoute, à ce moment-là, j'étais en plein milieu des bois, je marchais avec mon chien pour essayer un peu de refaire le point. Et je lui ai dit « Écoute, ça tombe vraiment pas au bon moment. Qu'est-ce que je vais être crédible dans cette société qui aujourd'hui va se dire « Mais qu'est-ce qu'il veut, lui ? Il est 7 mois à la maison, il ne tient pas la pression, c'est un faible, et il va venir commencer à vouloir être responsable de 300 personnes d'ici 6 mois. » Et puis je me suis dit « Merde, en fin de compte, il faut y aller. » C'était ce que je voulais faire, je voulais apporter un peu mon empreinte. Je dis donc on va y aller, c'est tout, et puis on verra. Si on ne me choisit pas, on ne me choisit pas. Au moins je ne pourrai pas le regretter. Et il se fait qu'on m'a choisi. Et aujourd'hui, ça me permet d'essayer de faire un peu changer les choses et d'amener un peu de modernité, un peu de communication. Donc je pense que dans toutes les circonstances, il faut oser, parce que sinon, on peut avoir des regrets. Damien Lebout, merci beaucoup. Merci à vous.